Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Parlons droit. Ce matin, nous avons le plaisir, encore une fois, comme c'est le cas d'habitude, de recevoir avec nous un éminent professeur. Donc, un professeur qui a été notre maître et qui continue d'être notre maître au niveau de la faculté des sciences juridiques et politiques. Donc, je veux parler du professeur Patrice Samuel Badji, qui est un professeur agrégé à la faculté des sciences juridiques et politiques, mais également qui est l'actuel directeur du Crédila, qui se trouve également au niveau de la faculté des sciences juridiques et politiques. Bonjour, professeur. Bonjour. Voilà, comme vous le voyez, nous avons invité aujourd'hui un professeur, un éminent juriste, qui va nous parler aujourd'hui du fonds de commerce. Mais avant d'entrer également dans le vif du sujet, nous sommes au Crédila aujourd'hui, qui est un centre de recherche. On aimerait bien parler avec le professeur de manière assez ramassée. Donc, c'est quoi le Crédila? Qu'est-ce que le Crédila? Oui, je vous remercie pour votre question. Alors, le Crédila est un centre de recherche, d'études et de documentation sur les institutions et les législations africaines. Donc c'est un centre qui date de 1960, donc un arrêté du 17 mai 1960. Et à l'origine, l'objectif qui était recherché, c'était de faire de ce centre vraiment un hub en termes de documentation. Tout à fait. Parce que vous savez que dès les premières années d'indépendance, beaucoup d'États africains n'avaient pas encore une université. Donc l'université de Dakar était véritablement la vitrine. Donc l'objectif recherché, c'était de rassembler la législation coloniale applicable qui était étendue aux États de l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest. Donc c'était ça le but du Crédila. Okay. Mais les choses évoluant. 1960, aujourd'hui nous sommes en 2021. Mais bien avant cela, beaucoup de choses ont évolué. Et le Crédila aussi a vu sa vocation première évoluer. Évoluer dans quel sens? Dans le sens de la promotion de la recherche, dans le sens de la promotion des chercheurs. Parce que grâce aux directeurs qui se sont succédés dans cette institution, on a mis en place une revue appelée Annales africaines. Par moment, on l'appelait Nouvelles Annales africaines, mais aujourd'hui, on a stabilisé quand même l'appellation, on parle d'Annales africaines. Donc, les Annales africaines, l'objectif de cette revue, c'est de publier les articles que nous recevons d'un peu partout. Le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Cameroun, donc en tout cas de l'Afrique tout entière. Parce que vous n'êtes pas sans savoir également que ces pays-là sont membres du CAMES et le CAMES promeut les enseignants du supérieur, mais à travers la voie du concours ou bien à travers la voie des CTS. Donc, heureusement, la chance que nous avons, mais aussi la lourde responsabilité que nous avons, c'est véritablement d'aider nos collègues africains, nos collègues sénégalais à pouvoir accéder à ces grades grâce aux publications que nous leur accordons. Et c'est l'occasion pour moi de saluer le travail qui est abattu par les membres du comité scientifique de la revue, et également les membres du comité de lecture de la revue, le décanat, le doyen de la faculté, qui est le directeur de publication. Voilà, et moi je suis le secrétaire de rédaction. Donc voilà grosso modo ce que c'est que le Crédila. Et je termine juste par le volet aussi animation scientifique. Au-delà de la publication des articles, volet animation scientifique, parce que nous organisons très souvent des colloques, des séminaires
La preuve, aujourd'hui, ce matin, même, voilà. Nous avons eu à inviter Maître Kamaté, Jean-Baptiste Kamaté, huissier de justice, qui nous a entretenu sur le ministère de l'huissier dans les procédures civiles d'exécution. Donc, le crédit là, dans le cadre des conférences qu'il anime, du moins, et en collaboration avec des universités de renom quand même, telles que l'université de Paris 13, l'université de Paris 12. Et malheureusement, cette année, on avait retenu de faire un colloque au mois de janvier, mais vous vous êtes rendu compte qu'avec la pandémie c'était assez compliqué. Donc voilà ce que je peux dire du crédit là. Je pense que c'est assez clair, au moins on aura une lecture assez nette donc, de ce qu'est le crédit là. Donc c'est ouvert à tous les scientifiques et retenons également qu'il y a des animations qui se font scientifiques et pédagogiques, comme la preuve ce matin. Nous avons assisté à vraiment un brillant exposé donc, de l'huissier de justice qui a eu à éclaircir beaucoup de zones d'ombre. Encore une fois, le crédit là est ouvert à tous, il me semble. Ouvert à tous les étudiants également qui veulent venir consulter les ouvrages. Que nous avons dans le centre. Dans le centre, c'est bon d'en savoir. En tout cas, merci beaucoup pour le travail abattu qui est non négligeable. Maintenant, pour entrer vraiment dans le vif du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire parler du fonds de commerce, nous allons faire un format assez particulier. Nous avons avec nous un maître, un professeur. Donc, naturellement, si vous avez des maîtres, vous leur laissez le temps de développer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons juste choisi de lui poser 3 questions. Et nous allons lui laisser le temps, alors, pour chaque question, de vraiment sortir, donc de développer et de nous éclaircir. Donc, la première question, c'est la suivante. C'est quoi le fonds de commerce, M. Badji, et quels sont les éléments qui le composent? Merci beaucoup. Alors, le fonds de commerce, d'abord, je dois préciser ceci, c'est que les dispositions qui régissent le fonds de commerce, on les retrouve dans l'acte uniforme portant sur le droit commercial général. Donc, le fonds de commerce, c'est l'ensemble des moyens utilisés par un commerçant pour attirer et conserver une clientèle. Alors, c'est très important. Vous avez ces 2 terminologies. Il ne suffit pas simplement d'attirer, mais en plus d'attirer, encore faudrait-il conserver la clientèle. Et donc, cela me permet d'arriver à votre seconde question. Quels sont les éléments qui composent le fonds de commerce? Alors, avant d'y répondre, j'aimerais préciser que la nature du fonds de commerce, c'est que le fonds de commerce est considéré comme étant une universalité de fait. Ce qui d'ailleurs le distingue de l'universalité de droit, à savoir le patrimoine. Donc, attirer, conserver une clientèle. Nous avons là un élément, la clientèle, un élément incorporel du fonds de commerce. Donc, le fonds de commerce, c'est un bien meuble incorporel qui a dans sa composition des éléments corporels et des éléments incorporels. Je commencerai par les éléments corporels. Parmi les éléments corporels, on ne va certainement pas en citer tous, mais on peut avoir le matériel, l'emplacement, non compris l'immeuble, parce que l'immeuble est exclu du fonds de commerce. Vous voyez, les marchandises aussi que nous avons en stock sont compris dans le fonds de commerce, mais rangés dans la catégorie des éléments corporels. Maintenant, à côté de cela, vous avez des éléments incorporels. Ces éléments incorporels sont la clientèle, l'enseigne, le nom commercial. On pourrait y ajouter également les dessins, les modèles, donc les droits de la propriété intellectuelle. Vous voyez? On pourrait y ajouter aussi le droit au bail, qui se trouve être des éléments incorporels. Mais j'ai fini par les éléments incorporels. Pourquoi? Parce que le législateur, et certainement on reviendra sur ça, en matière de cession du fonds de commerce, on ne peut pas parler de cession de fonds de commerce sans
ces trois éléments-là, clientèle, non commercial, enseigne. C'est-à-dire, on donne la possibilité pour une partie d'avoir clientèle, un commerçant du moins, d'avoir clientèle, enseigne. Ou bien clientèle non commerciale, ou bien de cumuler les trois. Clientèle, enseigne, non commerciale. Mais ce sont des éléments qui, pour parler de cession de fonds de commerce, sont indispensables, sont incontournables. Donc, vous verrez que la cession du fonds de commerce portera au moins sur l'un de ces éléments-là, forcément. Et également, c'est la même chose aussi pour le nantissement du fonds de commerce qu'on retrouve dans l'acte uniforme portant organisation des sûretés. Le législateur est clair, le nantissement du fonds de commerce doit porter forcément, ou si vous voulez exclusivement, sur les éléments incorporels. Donc j'ai tenu à finir avec les éléments incorporels pour démontrer de leur importance. Ce n'est pas à dire que les éléments corporels ne sont pas importants, mais c'est parce qu'il y a une certaine particularité que les éléments incorporels comportent. Ok. Et là, déjà, on tend plus vers la dématérialisation. Donc, absolument, on comprend assez aisément le fait que vous ayez terminé par les éléments incorporels. C'est vraiment important. Maintenant, quels sont les modes d'exploitation aujourd'hui du fonds de commerce? Très bien. Alors, les modes d'exploitation, toujours en se référant à l'acte uniforme portant sur le droit commercial général, le législateur en a prévu deux. Le législateur commence d'abord par dire, vous avez un mode d'exploitation direct. Ensuite, un mode d'exploitation indirect. Le mode d'exploitation direct peut être le fait du commerçant, personne physique, même s'il est entrepreneur. Voilà la précision que le législateur fait, mais aussi commerçant d'une société commerciale. Donc, c'est ça le mode d'exploitation direct. Donc, disons, c'est le propriétaire du fonds de commerce qui va l'exploiter lui-même. C'est ça le mode d'exploitation direct. À côté de ça, vous avez le mode d'exploitation indirect et le législateur va viser la location-gérance. Donc, on peut dire que le mode d'exploitation indirect visé par le législateur, c'est la location-gérance. Alors, on pourrait également affirmer ceci, c'est que la location-gérance constitue un acte juridique qui porte sur le fonds de commerce. C'est un contrat qui porte sur le fonds de commerce. De la même manière que vous avez le crédit-bail qui peut porter sur le fonds de commerce. Vous voyez ? De la même manière que vous pouvez avoir ce qu'on appelle un apport d'un fonds de commerce pour constituer une société commerciale. Mais je reviendrai tout à l'heure sur la notion d'apport d'un fonds de commerce pour constituer une société commerciale. Donc je me recentre sur le mode d'exploitation indirect qui se trouve être la location-gérance. Alors, la location-gérance, c'est le fait pour le propriétaire d'un fonds de commerce de donner celui-ci en location à une personne qui va l'exploiter à ses risques et périls. Donc, c'est une relation qui va concerner le propriétaire qu'on va appeler bailleur et le locataire gérant. Alors, pour entrer dans la pédagogie, très souvent les juristes aiment bien faire cette distinction conditions de validité ou si vous voulez conditions de fond, conditions de forme. Donc on va par exemple dire que le contrat de location-gérance va obéir à des conditions de fond. Mais alors, excusez-moi, ces conditions de fond vont tenir à quoi? Première question, qui est-ce qui peut souscrire à un contrat de location-gérance? Donc, celui qui peut souscrire à un contrat de location-gérance, du côté du propriétaire, le législateur va nous dire que ça doit être une personne
qui a exploité le fonds pendant au moins 2 ans en qualité de commerçant. Vous voyez? Donc le propriétaire doit avoir exploité le fonds au moins pendant 2 ans en qualité de commerçant. Et le législateur aussi va, de ce fait, aussi exclure certaines personnes. Une personne qui est frappée d'interdiction, une personne qui est déchue de ses droits, ne peut pas souscrire à un contrat de location-gérance. De la même manière, le législateur va vous dire que le locataire gérant a le statut ou la qualité de commerçant. De la même manière, le législateur également va vous dire qu'un entrepreneur ne peut pas être partie à un contrat de location-gérance. Donc, c'est dire qu'il y a quand même des conditions de fond. Évidemment, tout à l'heure, je disais, concernant le bailleur, j'ai précisé que, ou le propriétaire, j'ai précisé qu'il faut qu'il exploite au moins pendant 2 ans le fonds en qualité de commerçant. Mais le législateur a prévu quand même un certain nombre d'exceptions. Si la personne n'est pas dans les dispositions de respecter la condition relative à la durée, elle a la possibilité, le législateur ou le juge a la possibilité de lui permettre de déroger à cela. Et même le législateur aussi accepte certaines personnes de cette condition-là. Par exemple, l'État, les collectivités territoriales ou bien les héritiers d'un commerçant décédé. Donc, eux, on ne leur exige pas d'exploiter le fonds pendant au moins 2 ans en qualité de commerçant. Donc, voilà pour ce qui concerne les conditions de fonds. Pour ce qui concerne maintenant les conditions de forme, le contrat de location-gérance va faire l'objet d'une publicité. Et cette publicité s'apprécie comment? Cette publicité s'apprécie par le fait que non seulement le contrat va être déposé au niveau du registre du commerce et du crédit immobilier, mais là, le législateur va nous dire par la partie la plus diligente, mais aux frais du locataire gérant. Mais également, donc, il y a le dépôt comme formalité, dépôt au RCCM. Deuxième formalité, c'est le fait de publier le contrat au journal d'annonce légal. Et cela, cette publication va être bénéfique. Mais bénéfique pour qui? Elle va être bénéfique pour le ou les créanciers du bailleur ou du propriétaire du fonds. Nous y reviendrons tout à l'heure. Donc voilà pour ce qui concerne les conditions de forme. Parce que le défaut de publication au journal d'annonce légale entraînera un certain nombre de sanctions, mais qui vont aussi profiter, n'est-ce pas, disons, aux créanciers du bailleur, ou bien aussi qui vont profiter aussi aux créanciers du locataire gérant. Parce que le défaut de publication va entraîner ce qu'on appelle une solidarité relativement aux dettes entre le bailleur ou le propriétaire du fonds et le locataire gérant. Donc, voilà ce que je voulais expliquer grosso modo par rapport aux conditions de fonds et aux conditions de forme. Par rapport à une autre précision, c'est que le législateur impose, par exemple, au locataire gérant, dans les bons de commande qu'il va passer, ou bien dans les documents à caractère financier ou à caractère commercial, ou bien sur ses factures, il impose au locataire gérant de préciser sa qualité de locataire gérant. Et cela est passible de sanctions pénales. Ce défaut est passible de sanctions pénales. Certainement, on va dire, l'une des raisons, c'est que il va falloir que les personnes avec qui le locataire gérant est en relation d'affaires, que ces personnes connaissent sa véritable qualité. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans tous les bons de commande, les factures, les documents à caractère commercial ou bien à caractère financier, il faut que le locataire gérant précise sa qualité de locataire gérant. Je vais certainement
avant d'en arriver à, comment dirais-je, à la protection des créanciers du bailleur et des créanciers du locataire gérant, je vais juste faire cette précision, c'est que le locataire gérant doit évidemment payer un loyer. Ouais. Mais il y a 2 loyers qu'il doit payer. Il doit payer 2 loyers. Un loyer pour avoir joui du local, n'est-ce pas? Et un loyer pour avoir joui des éléments du fonds de commerce. Et le législateur est clair à ce niveau. Il dit, il faut que dans l'acte, dans le contrat de location-gérance, ces 2 catégories de loyers doivent être expressément mentionnées et séparées. Donc, pour qu'on sache que ces 2 catégories de loyers, évidemment, avec l'accord du bailleur, il peut être exonéré, par exemple, du paiement d'un des loyers, que ce soit le loyer pour jouissance du local ou bien que ce soit un loyer pour jouissance des éléments du fonds de commerce. Alors, j'aimerais terminer avec, par rapport à la location-gérance, avec le fait que les créanciers du bailleur ou du propriétaire du fonds de commerce donné en location-gérance sont protégés. Parce que la loi leur permet, s'ils estiment, s'ils parviennent à démontrer que le fait d'avoir donné le fonds en location-gérance met en péril le recouvrement de leurs créances, ils peuvent provoquer ce qu'on appelle la déchéance du terme. Vous voyez, c'est juste une image, hein, un exemple. Le bailleur du fonds de commerce a exploité celui-ci, il s'est endetté dans le cadre de cette exploitation et puis il donne ce fonds en location-gérance. Mais si ces créanciers craignent d'être payés, ils ont la possibilité de saisir le juge, n'est-ce pas, dans un délai de 3 mois. Mais 3 mois à compter de la publication du contrat de location-gérance, n'est-ce pas, au journal d'annonce légale. C'est pourquoi je disais que la publicité elle est importante. C'est une mesure de protection, n'est-ce pas, des créanciers du bailleur. Donc, ils ont la possibilité de demander au juge de prononcer la déchéance du terme. Et enfin, dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce, parce que nous avons, oui, l'exploitation du fonds de commerce, donc le locataire gérant peut, par exemple, dans ce cadre, s'endetter. Et là aussi, le législateur est clair que le contrat prenne fin à échéance ou bien de façon anticipée. Les créanciers du locataire gérant ont vocation à être payés. Donc oui. Voilà pour ce qui concerne les modes d'exploitation. Pour me résumer, vous avez des modes d'exploitation directs et des modes d'exploitation indirects. Et là, l'exploitation indirecte, c'est la location-gérance. C'est très important. Tout ceci était méconnu vraiment du public. Donc, on s'embarquait dans certaines choses sans autant connaître les tenants et les aboutissants. Mais ce que je retiens le plus, c'est que vraiment, il faut faire les formalités de publicité. C'est très important. Absolument. Ça y va aujourd'hui, donc, comme vous l'avez si bien dit, donc des intérêts, donc des créanciers et de tout le monde qui est impliqué donc, dans ces opérations-là. En tout cas, c'était clair, cette partie, professeur. Et nous allons terminer par la dernière question, bien sûr. Donc, à vous poser la question de savoir, est-ce qu'on peut céder le fonds de commerce? Oui, évidemment, le fonds de commerce peut être cédé. Et comme je vous l'ai dit, je pars toujours des dispositions de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général. Le fonds de commerce peut bel et bien faire l'objet d'une cession. Au risque d'être peut-être, disons, un peu trop universitaire, hein, je dois préciser ceci, c'est que d'abord, le législateur pose un problème de règles applicables à la cession. Donc, il va par exemple dire que les règles applicables à la cession du fonds de commerce sont les règles de la vente. Assimilation. Il va également dire que les règles applicables à la cession de fonds de commerce, ce sont les règles qui sont prévues pour l'exercice d'une profession commerciale déterminée. Le législateur également va dire que les règles applicables à la vente, à la cession du fonds de commerce, ce sont des règles qui sont prévues par l'acte uniforme portant sur le droit commercial général. Mais là aussi,
il faut faire une autre interprétation. C'est que cette énumération de règles applicables n'est pas exhaustive, pour une raison simple. Tout à l'heure, j'ai parlé de nantissement de fonds de commerce. Mais le nantissement de fonds de commerce, on le retrouve dans l'acte uniforme portant organisation des procédures, portant organisation des sûretés. Vous voyez? Donc, la liste n'est pas exhaustive, l'énumération de textes applicables. Deuxièmement, j'ai parlé tout à l'heure d'un fonds de commerce qu'on pourrait apporter pour la création d'une société commerciale. Même si le législateur, dans l'acte uniforme portant sur le droit commercial général, estime que les règles applicables en la matière, ce sont les règles qui sont prévues par l'acte uniforme portant sur le droit commercial général, mais on ne peut pas occulter également l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique. Pour une raison au moins simple. Une raison simple, c'est que l'apport d'un fonds de commerce pour la constitution d'une société commerciale est qualifié d'apport en nature. Or, il y a quand même une réglementation des apports en nature dans l'acte uniforme sur les sociétés. Voilà, relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique. Mais ça, c'est peut-être des considérations plus ou moins théoriques. Recentrons-nous. Alors, lorsque je disais tout à l'heure, les règles qui s'appliquent à la cession du fonds de commerce, ce sont les règles de droit commun, la vente de droit commun. Les règles de droit commun, c'est l'expression utilisée, les règles de droit commun. Mais là, on pense notamment aux conditions de formation du contrat prévues à l'article 47 du COCC, notamment le consentement, la capacité, et plus particulièrement le consentement. Pourquoi? Surtout un consentement qui est exempt de vice. Je reviendrai tout à l'heure sur le pourquoi. Mais il y a la capacité. Pourquoi? Parce que céder un fonds de commerce, c'est un acte de commerce. Or, pour faire un acte de commerce, il faut avoir la capacité, comme c'est prévu à l'article 6 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général. Vous voyez? Alors, donc je reviens tout à l'heure sur le consentement qui est exempt de vice. Vous savez, quand vous prenez l'article 150 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général, c'est le législateur lui-même qui organise le contenu de l'acte de cession du fonds de commerce. Et parmi ces éléments, on retrouve par exemple le prix. Donc si on revient par exemple au droit commun, ou si vous voulez au droit spécial, on va dire que le prix doit être réel, le prix doit être sérieux. Vous voyez un peu ces éléments? Même si ce n'est pas dit dans l'article 150 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général, mais on revient aux dispositions de droit commun. Un prix doit être réel, un prix doit être sérieux. Vous voyez? Donc, je disais que, en fait, le contenu de l'article 150, le contenu prévu par l'article 150, c'est ce qu'on pourrait appeler un formalisme informatif. Pourquoi est-ce que le législateur, par exemple, impose à ce que dans l'acte de cession de fonds de commerce, on retrouve un certain nombre d'éléments? Je vous donne un exemple. Exemple d'éléments qu'on doit retrouver au-delà du prix, qu'on doit retrouver aussi. Par exemple, le législateur dit que l'origine du fonds de commerce doit être connue par l'acquéreur. Ça, c'est une information. Oui. Le chiffre d'affaires qui a été fait, par exemple, pendant 3 ans, doit être connu de l'acquéreur. Ça, c'est une information. Ouais. Et cette information, elle est tellement importante, de sorte que si, par exemple, il y a une information qui manque, si, par exemple, il y a une information qui est inexacte, n'est-ce pas? Cela peut entraîner, et je pèse mes mots, peut entraîner l'annulation de la cession ou de l'acte de cession du fonds de commerce. Mais évidemment, avec un certain nombre de conditions. C'est pourquoi j'ai dit peut entraîner. Parce que le législateur, au moins, pose des conditions pour annuler, n'est-ce pas, un acte de cession du fonds de commerce. Il dit, il faut d'abord démontrer que le défaut d'information, le défaut de l'omission de la mention, ou bien aussi, il faut également démontrer que l'inexactitude de la mention a été tellement essentielle, n'est-ce pas, pour l'exploitation de ce fonds,
que son manquement pourrait vous être préjudiciable. Donc, il faut démontrer l'importance de cette omission ou de comment dire, vous voyez. Et puis aussi, il faut en faire la demande. Donc ça, ce sont des conditions pour pouvoir saisir le juge et demander à ce que le contrat ou l'acte de cession du fonds de commerce puisse être annulé. Alors, donc ça c'est pour ce qui concerne, disons, comme je le disais, respect des règles de droit commun, consentement, capacité, le prix qui doit figurer dans l'acte de cession. Et puis aussi, vous voyez qu'au niveau de l'article 150, c'est ce qu'on appelle un formalisme informatif. Vous voyez? Donc, on glisse toujours vers la forme. Lorsqu'on cède un fonds de commerce, il y a aussi des formalités à accomplir. Et ces formalités à accomplir, c'est quoi? Il faut déposer le contrat au RCCM. C'est là où le législateur aussi disait à la diligence, à la partie la plus diligente, mais aux frais, n'est-ce pas, de l'acquéreur. Donc ça c'est l'acquéreur. Ensuite, il faut aussi procéder à la publication de l'acte de cession au journal d'annonce légale. Mais le journal d'annonce légale où le fonds a été inscrit au RCCM. Vous voyez? Donc ça, ce sont des conditions de forme. Donc vous voyez que la cession du fonds de commerce obéit aussi bien à des conditions de fond qu'à des conditions de forme. Maintenant, j'en viens, une fois le contrat conclu, le contrat va générer des obligations. De façon restricte, de façon simple. On va voir d'abord quelles sont les obligations du cédant ou du vendeur, d'une part, et d'autre part, on va voir quelles sont les obligations de l'acquéreur. Concernant les obligations du vendeur, évidemment, le texte dit il doit mettre le fonds en possession ou à la possession de l'acquéreur. Vous voyez? Mais il y a aussi une obligation, première obligation. Deuxième obligation, c'est l'obligation de garantie. Le vendeur doit garantir l'acquéreur contre ce qu'on appelle les troubles de jouissance. Que ce soit des troubles de jouissance de son fait, ou bien que ce soit des troubles de jouissance de droit. Alors, quand on dit des troubles de jouissance de son fait, c'est par rapport à la concurrence qu'il pourrait être amené à faire à l'acquéreur. Donc, vous ne pouvez pas céder votre fonds de commerce et ensuite, n'est-ce pas, venir concurrencer, n'est-ce pas, l'acquéreur. C'est la raison pour laquelle les parties imprégnées du droit ont la possibilité d'insérer dans l'acte de cession ce qu'on appelle des clauses de non-concurrence ou bien des clauses de non-rétablissement. Ouais. Mais qu'il faut évidemment limiter dans le temps et dans l'espace, comme on dit. Ouais. Vous voyez? Même si le législateur n'a pas dit c'est quoi le temps, c'est quoi l'espace. Donc, libre au parti de dire, de préciser le temps et l'espace. Mais retenez une chose, c'est que ces clauses de non-rétablissement visent à permettre à l'acquéreur du fonds de commerce de jouir paisiblement de ce fonds. Comme aussi, il y a ce qu'on appelle la garantie d'éviction. Donc, le vendeur doit garantir à l'acquéreur, n'est-ce pas, que le fonds qu'il cède, n'est-ce pas, qu'il lui cède, c'est son fonds. Mais cette question, figurez-vous, elle est plus ou moins réglée. Elle est plus ou moins réglée par l'article 150, ouais, qui dit qu'on doit, par exemple, préciser l'origine du fonds. L'origine du fonds. Donc, avec des documents, bien sûr, à l'appui. Préciser l'origine du fonds, il ne suffit pas de dire que ce fonds, je l'ai acquis, il faut donner des pièces. Tout à fait. Donc, pour moi, cette question, elle est réglée. Elle est réglée. Même si le législateur, quand même, a tenu à préciser cela. L'éviction, pour moi, elle sera très, très, très difficile. Alors, maintenant, j'en viens aux obligations de l'acquéreur. Vous allez vous rendre compte que l'obligation la plus évidente, c'est le paiement du prix. Le paiement du prix, oui. C'est le paiement du prix. Et pour vous convaincre du fait que le législateur a voulu que le prix
soit réel et sérieux. Parce que le législateur interdit toute simulation sur le prix. Toute simulation sur le prix. D'ailleurs, qu'est-ce qui va permettre de savoir si le prix est un prix réel, est un prix sérieux? Mais c'est le fait de publier l'acte de cession au journal d'annonce légale. Ouais. Là aussi, mesure de protection des créanciers du vendeur. Et nous reviendrons tout à l'heure sur ça. Alors, donc ce prix ne va pas être directement versé au vendeur. Soit on va le verser dans une étude notariale ou bien dans un établissement bancaire qui vont jouer le rôle de séquestre. Donc, le prix sera gardé pendant 30 jours. 30 jours pourquoi? Pour permettre aux créanciers du vendeur de faire ce qu'on appelle opposition au paiement du prix. Donc, c'est simplement une façon de dire que la loi interdit à l'acquéreur du fonds de commerce de verser directement le prix au cédant ou bien au vendeur. Il doit mettre cet argent, n'est-ce pas, soit dans un compte en banque ou bien dans une étude notariale. Et ces institutions vont jouer le rôle de séquestre. Ces institutions ont l'obligation de conserver le prix pendant 30 jours pour permettre aux créanciers de faire opposition. Mais justement, posez-vous la question, comment est-ce que les créanciers du vendeur sont au courant de l'existence d'un contrat? C'est parce que ce contrat a fait l'objet d'une publicité au journal d'annonce légale. Vous voyez? Donc, mesure de protection des créanciers du vendeur. Alors, si passé le délai de 30 jours, aucune opposition n'est faite, ce n'est qu'en ce moment que le vendeur entre en possession de cet argent, de son argent. Mais le législateur aussi est clair. Si, dans ce délai de 30 jours, des oppositions ont été faites, le législateur donne néanmoins la possibilité au vendeur de solliciter ce qu'on appelle la main levée des oppositions. Et figurez-vous, la main levée peut être une main levée judiciaire, comme elle peut être aussi une main levée amiable. Donc, d'un commun accord entre le cédant et ses créanciers, ils peuvent trouver un terrain d'entente pour faire une main levée amiable. Alors, mais je dois préciser une chose, c'est que lorsque les créanciers font une opposition, ils doivent notifier l'acte d'opposition. La notification peut se faire par voie d'huissier ou bien par tout moyen permettant d'en recevoir, de laisser des traces en tout cas. Et à qui va-t-on notifier? On va notifier au moins à 3 personnes. Le notaire ou bien la banque ou bien l'acquéreur et enfin le greffier. Et c'est le greffier maintenant qui va se charger d'inscrire l'acte d'opposition au niveau du registre du commerce et du crédit mobilier. Donc, c'est simplement dire ceci. C'est que pourquoi est-ce qu'on permet aux créanciers, n'est-ce pas, aux créanciers du vendeur de faire opposition? C'est pour les protéger. Ça, c'est un. Deuxièmement, on donne également la possibilité aux créanciers ayant fait opposition de faire ce qu'on appelle la surenchère. Lorsque les créanciers auront estimé que le prix de cession est trop bas et ça ne permet pas, de protéger leurs créances, ils ont la possibilité de faire une surenchère du sixième du prix. Donc, que ce soit les créanciers qui ont fait opposition dans les délais, que ce soit aussi les créanciers inscrits sur le fonds de commerce, que ce soit aussi les créanciers nantis, ils ont la possibilité de faire une surenchère. Voilà. Et j'aimerais terminer ceci avec la session, préciser que le vendeur du fonds de commerce a aussi le droit d'intenter une action résolutoire. Une action résolutoire lorsqu'il n'est pas payé à échéance. Comme aussi le cédant du fonds de commerce ou le vendeur du fonds de commerce, il a ce qu'on appelle un privilège du vendeur de fonds de commerce
n'est-ce pas, lorsque il n'est pas payé comptant. Donc vous voyez tout à l'heure quand je disais, en réalité, quand le législateur a dit voilà les règles qui s'appliquent à la cession de fonds de commerce, il aura omis certaines règles. Parce que le privilège du vendeur de fonds de commerce, on le retrouve dans l'acte uniforme portant organisation des sûretés. Donc, retenez également, comme je l'ai dit, le cédant du fonds de commerce a le droit de déclencher une action résolutoire. Évidemment, en déclenchant l'action résolutoire, il doit informer, non seulement il doit notifier cette action résolutoire, mais aussi il doit faire ce qu'on appelle une prénotation aux créanciers qui sont inscrits sur le fonds. Donc vous voyez que c'est vraiment une multitude d'intérêts qu'on retrouve dans le cadre de la cession du fonds de commerce. En tout cas, professeur, ce fut vraiment excellent. L'exposé a été très clair et à partir d'aujourd'hui au moins, on saura tout ce qui, de près ou de loin, en tout cas, tourne autour de ce que l'on appelle le fonds de commerce, vont savoir quoi faire, quoi ne pas faire. Et c'est important parce que ça y va également donc, de l'intérêt de tous. Donc c'est un fonds qui est là, c'est un commerce qui est là, c'est une entreprise qui est là, donc il faut la protéger, mais il faut protéger les créanciers de ces entreprises-là. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir donc, de venir vous voir. Peut-être que la prochaine fois, on viendra vous voir pour parler peut-être de bail professionnel, oui, etc. Donc voilà, ce sera un plaisir pour Parlons Droit, en tout cas, de rendre visite au maître. C'était aujourd'hui un autre numéro de Parlons Droit avec le professeur Patrice Samuel Aristide Badji. Encore une fois, je le répète, professeur agrégé à la FSJP, mais également le directeur du Crédit là, donc il a expliqué avant de commencer. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions pour l'attention portée à cette émission juridique qui est là pour vous éclairer par rapport à tout ce qui est zone d'ombre. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci, au revoir.